Et nous aussi de retour avec, pour commencer avant le regard croisé, je vous propose de redécouvrir votre nuage de mots. Cette fois-ci, il est complété, il est vraiment très très beau. Donc j'en profite pour vous remercier pour toutes vos contributions parce qu'il y avait vraiment plein de belles idées dans ce nuage de mots que je ne vois pas, mais que j'imagine que vous voyez vous de votre côté. Donc en tout cas, un grand merci. Le voici, voilà. Donc effectivement, par rapport à tout à l'heure, il s'est quand même légèrement étoffé, mais on a toujours transition, responsabilité au cœur, voilà, avec la notion d'exemplarité, de confiance, d'héritage aussi qui a été, voilà, on en a parlé dans cette première partie. Eh bien, nous voici arrivés à la deuxième partie de cette matinée avec un regard croisé. Dans un premier temps, nous avons à côté de moi Amandine Singla, qui est venue aussi de Paris ce matin, du ministère des Sports, chef de la mission Sport et développement durable. Et puis, à distance, depuis Toulouse, David Hirl, consultant en transition écologique du secteur culturel, et qui est David, auteur du livre Décarboner la culture, que vous pouvez retrouver en téléchargement, qui est vraiment très intéressant, qui a été coécrit avec Anaïs Roche et Samuel Valenzi. Merci beaucoup, David, mais ça y est, on vous voit. Nous avons Bonjour, merci. l'image. Bonjour David. Alors, on va comment? Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir votre regard à tous les deux sur les liens, les passerelles que l'on peut trouver entre le sport et la culture. Ce regard croisé. Et Amandine me disait avant de démarrer que c'est de plus en plus le cas, qu'il y a de plus en plus de tables rondes sur ces sujets et que c'est vraiment très très intéressant. Alors, quel rôle, David, quel rôle peuvent avoir les acteurs culturels à la fois dans le changement de leur mode de production et dans leur rapport au public? Certains peuvent penser peut-être qu'il y a d'autres priorités que le secteur de la culture quand on parle de transition écologique et surtout d'urgence climatique. Ouais, peut-être qu'une première chose qu'il faudrait réussir à travailler, à faire comprendre au secteur culturel, c'est les risques qu'il encourt en fait pour lui-même dans ce processus de transition écologique. J'aime bien en conférence me référer au dernier rapport du Boston Group Consulting que vous pourrez retrouver sur le site du ministère de l'écologie et dont je pense qu'on va pouvoir vous mettre le lien en référence. On aura tous les Mais liens, quand, j'en profite d'ailleurs, David, tous les liens seront dans le fil Klaxoon. Donc c'est là où ok. vous allez retrouver tous les liens, le lien vers le livre également. Voilà. Super. Quand on va voir ce qui se raconte sur ce rapport officiel, hein, ça nous dit que pour réussir la transition écologique, il va être nécessaire de faire pivoter notre modèle socio-économique vers la sobriété à l'horizon 2030, ce qui va nécessiter, et je le cite le rapport, une mobilisation inédite de moyens et de l'ensemble des secteurs. Donc en fait, croire que la culture pourrait être au cœur de ce processus une exception et pourrait bénéficier d'une exception, c'est un peu une illusion dangereuse. Ça repose sans doute sur une incompréhension fondamentale du problème qui est le nôtre. Quand on regarde les différents rapports du think tank le Shift Project, donc qui travaille sur les questions de décarbonation, y compris dans la culture, et qui d'ailleurs fera une restitution finale de son rapport le 30 novembre, je le rappelle au passage, on voit bien une dépendance du secteur culturel aux questions des ressources matérielles, à la question de l'énergie. Donc la culture, et notamment le marché de production et de diffusion culturelle, il n'est pas hors sol, il a besoin de ressources et d'énergie. En contrepartie, ça a été bien dit dans la première phase de ces rencontres, hein. En contrepartie, on voit bien que la capacité peut avoir le secteur culturel à être un vecteur de transition et de devenir finalement quelque chose de complètement légitime au cœur de cette transition. On va avoir besoin de culture et d'événements culturels dans ce processus de transformation très profond. Et c'est peut-être l'occasion du coup pour le secteur d'être considéré comme profondément essentiel. On a vu dans la dernière crise qu'on vient de traverser que c'était pas si évident que ça pour tout le monde et le secteur qui continue à souffrir beaucoup de la crise du coronavirus souffre justement de ne pas avoir assez été considéré comme essentiel. Il nous semble que la transition écologique, c'est vraiment l'occasion pour le secteur d'être identifié comme un vecteur essentiel. Après, si on regarde en termes de typologie d'impact, on voit que les risques, ils sont surtout sur les enjeux. On a commencé à en parler tout à l'heure, hein, Oh, on a parlé du de transport et transport. Ouais. mobilité. Voilà. Énergie, le numérique, on en reparlera. Le déchet, bon, peut-être je vais décrire ça tranquillement après. Maintenant, pourquoi pas? Donc, Allez, maintenant. donc le transport. Non, Maintenant, mais le transport, voilà, c'est quand même parce que c'est vrai que j'avais pas eu ça en tête au démarrage quand on avait commencé à préparer, mais c'est vrai que le transport de tous les spectateurs, c'est important. Ouais. ouais, en fait, si on essaie de faire émerger d'un point de vue environnemental où vont être les gros impacts du secteur culturel, le transport va vite ressortir comme un des gros sujets, l'essentiel de l'impact environnemental, notamment spectacle vivant et art visuel, mais pas que.
Grosso modo, alors il y a des différences selon les typologies de projets, hein. Si on a un projet urbain, rural, si on est métropolitain ou ultramarin, évidemment, il peut y avoir des grosses variations, mais dans l'ensemble, on va être sous la plupart du temps dans trois quarts de l'impact environnemental, notamment émissions de gaz à effet de serre, qui sont en lien direct avec les questions de mobilité, dont les deux tiers sont portés par la mobilité des publics. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. Puis le tiers restant, ça va être les artistes, le fret, les organisateurs. Et quand on est sur des très gros événements, C'est ce que ce j'allais ratio, dire, ouais, ouais. il est encore plus élevé, hein, puisqu'on peut être jusqu'à 90 ou 95% de l'impact qui va être généré par la mobilité des publics. Et malheureusement, c'est un peu irréaliste d'imaginer qu'on va pouvoir compenser cet impact. En Donc ça, plantant c'était pour le plein d'arbres. transport. Juste, Ouais, c'est un ça. grand festival, c'est comparable avec les JO, vous me dites? Ouais, je pense que Ça, voilà, je suis moins à ce point-là? spécialiste du sport, mais quand on est sur les très très gros festivals, et là je parle pas vraiment des très gros, hein, le Gigate Festival ou Coachella par exemple, c'est complètement comparable parce qu'on va être sur une mobilité très longue distance et sur une mobilisation de ressources et d'énergie qui est très importante. Donc on retrouve à peu près des ratios qui se ressemblent en fait en termes de typologie d'impact sur le transport. Après, il n'y a pas que le transport. Il y a l'alimentation, Euh, bah oui. Il faut voilà. bien manger. Bah, c'est un vrai sujet. Oui. Selon les projets, bah, du coup, ça représente 8 à 10% des impacts environnementaux. Et là, on ne parle pas que d'impact carbone. On va parler d'impact sur le cycle de l'azote ou du phosphate. On va parler des pollutions de l'eau et de l'usage de l'eau. On va parler de l'usage des sols. Bon, c'est très lié au fait qu'on est sur un modèle agricole intensif, qu'on est sur des assiettes qui sont trop carnées. Tout ça explique le phénomène. C'est pas le plus compliqué à atténuer du point de vue sectoriel. Il n'y a pas vraiment de risque à le faire, mais il y a des vraies résistances. Voilà, les freins, ils sont éminemment culturels. Là-dessus, il y a peut-être quelque chose à faire comprendre, c'est que le changement climatique qui est à l'œuvre, ben, il vient directement frapper nos terroirs, il vient les transformer. Et là encore, ce processus de transition, à la fois choisi et subi, ben, il peut être très bien accompagné par les porteurs de projets culturels, par les artistes et par les événements culturels. Voilà, sur les parties alimentation, en tout cas, ça peut être un très beau levier. Et enfin, peut-être un Et moi, dernier exemple sur le numérique, c'est ça? ouais, important de ne pas oublier celui-là. Le numérique, c'est un outil très utile. On en a la preuve là à l'instant parce qu'il nous permet de travailler à distance et d'échanger. Donc voilà, il faut le rappeler. Mais dans le secteur culturel, il y a un gros enjeu. Aujourd'hui, le cinéma et la musique, c'est deux secteurs qui sont devenus économiquement dépendants du numérique et dont les impacts numériques semblent aujourd'hui dépasser l'ensemble des activités de production amont. Si on regarde l'étude toujours du Shift Project qu'ils ont réalisé dans le cadre du plan action du Centre national du cinéma et de l'image animée, les impacts environnementaux du numérique dans le cinéma sont déjà proches ou supérieurs à l'impact des productions et des salles physiques en France. Donc on voit que c'est majeur. Et ce que le secteur anticipe pas, c'est le risque industriel qu'il y a autour de ces questions-là. Ben, on le voit aujourd'hui dans l'industrie automobile, dont les chaînes de production sont directement impactées par les problèmes d'approvisionnement en puces électroniques. Cette question-là est pas du tout anticipée parce qu'on ne pose pas du tout la question du numérique sous l'angle des limites en termes de ressources ou de ses impacts environnementaux. Voilà, c'est un vrai sujet aujourd'hui, y compris économique. Merci David. Alors, regard croisé avec Amandine sur l'équivalent dans le secteur du sport, sur ce que vient de dire David. Quel est le poids du sport dans la transition écologique? Je pense on se rejoint sur pas mal de sujets et sur le préambule qu'a fait David, sur la partie, la nécessité de transition, parce que c'est une question de pérennisation à un moment donné de l'activité sportive, tant parce que les effets du dérèglement climatique sont là et ont un impact qui est quand même assez marqué, que sur des questions purement aussi d'acceptabilité des citoyens quant à ces événements, notamment les plus gros événements sportifs. Donc du coup, alors on n'a pas, nous, fondamentalement, du coup, la partie, comme a pu faire un petit peu le Shift Project, de pouvoir avoir un impact global sur tout le secteur. On a des chiffres, et je pense que c'est la slide suivante pour le coup, quelques chiffres qui permettent juste pour nous d'illustrer c'est quoi le sport, en fait, en gros. Donc on sait qu'à un moment donné, voilà, on a 2,5 millions de manifestations sportives par an, et on sait même que c'est sous-évalué. Ça veut dire que c'est quand même un sacré impact d'imaginer 2,5 millions de manifestations sportives par an, près de 40 millions de pratiquants sportifs, licenciés ou pas licenciés. Et vous avez ici quelques chiffres qui vous montrent que c'est un secteur d'activité qui, comme tous les autres secteurs, n'est pas hors sol, a une dépendance aussi à l'énergie, doit faire des efforts de réduction de son impact et doit aussi à un moment accélérer dans ces sujets de transition. Un vecteur qui pour nous semble aussi important, c'est la capacité aussi du sport à fédérer,
à pouvoir passer des messages de sensibilisation ou d'éducation des publics qui viennent au sein des clubs, qui viennent aux événements on peut à un moment donné essayer, expérimenter des choses, expérimenter à un moment donné une alimentation un peu moins carbonée, moins exactement, carnée ou carbonée, moins carnée le temps d'un événement, parce que ça fait partie de l'expérience du spectateur. C'est des choses qu'on peut clairement. Donc la galette saucisse, va falloir trouver autre chose, quoi. En tout cas, il faut pour nous, il faut le tenter. C'est galette vraiment... tofu. Mais pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça a été existé à certains moments. Ça a été tenté sur l'Euro 2016 notamment. C'est tenté assez régulièrement sur les événements sportifs. Ça fonctionne, plus ou moins, mais de mieux en mieux. Il y a un besoin d'explicitation. Et je pense que Marie pourra en parler tout à l'heure pour Paris 2024. Mais en tout cas, ça fait partie aussi de leur sujet. Mais voilà, ce vecteur-là de sensibilisation et levier d'expérimentation et d'innovation est ultra important. On ne peut pas juste résumer aussi le sport en disant c'est de l'impact, oui, comme tous les secteurs, mais il y a aussi l'autre côté où c'est le moyen aussi de changer les comportements de tout le monde. Et puis là aussi, il y a le transport, j'imagine, comme évoqué dans la culture. Là, alors sur les gros événements, notamment sur le public, sur le transport du public. On rejoint un peu sur les chiffres. Alors on n'a pas de chiffres en global, mais sur les bilans carbone d'événements sportifs ou même de fédérations sportives et du secteur d'activité, on sait qu'on est entre du 75 et 80 à 90% d'émissions qui sont liées aux déplacements et notamment les déplacements des spectateurs quand on est sur de l'événement international. Donc oui, c'est un sujet qu'il faut traiter, qu'il faut interroger. Pour des manifestations un peu plus locales, on a pu travailler sur un outil qui s'appelle juste OptiMove et qui permet à une fédération sportive de rentrer ses poules de championnat amateurs et d'avoir une aide à la décision, car l'outil lui permet quelque part de générer ses poules de championnat en fonction d'un ratio du nombre de kilomètres ou d'économie de kilomètres et plus sur des enjeux un petit peu sportifs. Donc ça veut dire que on commence comme ça sur du local à travailler aussi sur ces sujets, parce que l'organisation du sport est quand même intrinsèquement liée à la compétition, ça fait partie. On bouge, on se rencontre, il faut se retrouver. Mais du coup, ça ne veut pas dire que demain, on ne pourra plus du tout le faire, mais qu'il faut commencer à réfléchir à comment on peut faire autrement, différemment, et y compris dans l'organisation des structures sportives. Oui, et puis c'est surtout le poids du public, parce qu'une équipe, c'est une chose, mais tout un public qui se déplace, surtout sur des gros événements. Alors clairement, oui, quand on ramène sur les déplacements, la part des spectateurs est la part évidemment la plus prégnante. Donc effectivement, il y a tout un enjeu qui est fait lorsqu'on est sur du public en métropole, de pouvoir se dire, on utilise à un moment donné du train, on réfléchit de manière un petit peu coordonnée avec les collectivités pour se dire, il y a peut-être des choses à trouver sur la billetterie, entre le billet pour aller au stade et le billet de transport. Après, la difficulté, c'est plutôt sur l'événement international, de se dire, dans les freins, ça c'est le frein principal, c'est les gros événements internationaux là, pour les faire bouger. Il faut qu'on arrive à effectivement les faire bouger. JO tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, mais déjà ils bougent, c'est pas tant les faire bouger, parce que je pense que déjà il faut le dire, ils bougent, ça bouge de plus en plus, ils sont pas hors sol, et ces questions justement d'acceptabilité, d'héritage sont au cœur de leurs préoccupations. Après, ils sont régis par des cahiers des charges aussi d'instances internationales sur lesquelles on travaille, ça fait partie, mais il faut aussi que ça bouge à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on a des initiatives locales qui sont super, qu'il faut valoriser, mais à un moment donné aussi à l'échelle internationale, il faut qu'on arrive à réguler et qu'on ait aussi des choses qui puissent faciliter ces transitions et qui donnent aussi quelques pistes et quelques solutions, sachant que dans l'idée, il y a un modèle quand même à réinterroger, à se dire sur ces grands événements, comment on va gérer le déplacement et est-ce qu'on pourra encore le faire, mais ça, c'est des questions de prospective. Alors c'est vrai que les derniers JO au Japon posent la question, il n'y avait pas de spectateurs du coup, je ne sais pas quel a été l'impact. Je pense qu'il y a quand même une dimension sociale qui est inhérente au sport et à la rencontre sportive qu'il faut qu'on arrive à un peu mieux valoriser, comme pour la culture. Je pense qu'à un moment, les gens se rencontrent, il y a des émotions qui se passent, ces vecteurs aussi positifs sur les territoires. Il y a tout cet aspect-là à valoriser, à arriver à un moment donné à un peu mieux chiffrer, parce qu'on ne sait pas forcément le faire, et qui permet aussi de dire, oui, il y a peut-être un impact, il y a un impact environnemental. On peut le travailler pour le réduire au maximum et peut-être même en compenser le résiduel. Et deux, il y a une partie sociale et bien-être est rendue à la société qu'il faut qu'on arrive à un peu mieux valoriser.
Alors les premières questions arrivent, hein, surtout n'hésitez pas, merci beaucoup, il y a plein de questions, on y répondra tout à l'heure. Peut-être David, dans un premier temps, pour vous, quels sont les freins identifiés de votre côté dans le secteur culturel? J'imagine que ça fait écho à ce que l'on vient d'entendre, les freins culturels, les grands événements plus compliqués. Ouais, je rejoins évidemment Amandine dans beaucoup de ce qu'elle a pu dire. Moi, j'aime bien raconter que alors ça va faire le lien entre sport et culture. J'aime bien raconter que la transition écologique, c'est pas un exercice d'haltérophile, c'est pas un exercice en puissance, c'est un exercice de fil de ferriste. Il faut trouver des équilibres. Et c'est bien ce qui a été dit entre l'atténuation de nos impacts, l'adaptation au changement climatique sur nos territoires, et puis continuer à revendiquer effectivement la capacité du sport et de la culture d'être des vecteurs de mille choses et trouver ces bons équilibres-là. Jusqu'ici, les freins, ils étaient où? Je pense qu'ils étaient. Alors déjà, on part pas de rien, on parle pas de zéro. Il s'est passé beaucoup de choses, hein, sur ces questions de développement durable depuis plusieurs années, mais il y avait quand même globalement une manque de centralité du sujet et une manque de maîtrise des enjeux propres au sujet. Donc c'est en train de changer assez vite. Jusqu'ici, le développement durable, c'était quand même un peu quelque chose qui était travaillé dans un coin et qui n'était pas jugé prioritaire. Là, on voit bien que la transition écologique, elle vient toucher le cœur des projets potentiellement et que c'est une affaire de vision globale, d'une affaire de prospective, le mot a été prononcé, et de direction de projet. Et puis, il y a une perception de la transition écologique comme quelque chose qui vient amener du coût économique, une charge mentale supplémentaire, alors que c'est aussi et peut-être surtout quelque chose qui peut amener beaucoup d'agilité aux organisations, leur permettre de remotiver leurs équipes, retrouver du sens. Et ça, c'est important et je pense que c'est important qu'on travaille dans cette direction-là. J'ai un exemple de projet qui va être lancé avec la collaborative qui s'appelle Objectif 13 et qui est financé par les fonds d'aménagement des conditions de travail autour de la notion de bien-être et transition écologique. Je pense qu'il y a à travailler cette dimension-là pour donner aussi une vision plus positive de ce que va être, de ce que peut être la transition écologique. Voilà, on souligne en tout cas sur le fil Klaxoon l'intérêt, remercier David pour l'intérêt de rappeler les limites du numérique appliqué au secteur culturel. Comment faire vous voulez réagir? Je voulais juste réagir, à dire que je suis partagée sur l'aspect de plus en plus prégnant dans les stratégies de développement et dans cette idée de, voilà, ça doit faire partie, nous, ce qu'on pense sur le secteur sportif doit faire partie aujourd'hui des projets de développement et des stratégies et même des cartographies de risques. Quel est l'enjeu quelque part à ne pas transitionner, ne pas être dans ces transitions et à ne pas changer. Là où on nous était remonté le frein économique à un moment donné, il remonte beaucoup moins et même quand il remonte, on dit à un moment c'est plutôt un sujet d'investissement peut-être sur un premier abord et puis c'est surtout regardez et étudiez ce que vous allez surtout éventuellement perdre si jamais vous n'allez pas dans ce sens-là. Parce qu'à un moment donné, il y aura peut-être moins de pratiques sportives où vous n'aurez plus les partenaires financiers, les sponsors qui vous suivront parce qu'eux aussi sont de plus en plus en attente de ces sujets-là. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui ce frein économique qui se transforme en forme un petit peu d'opportunité pour dire voilà, allons-y et ça nous permettra aussi d'avoir peut-être à un moment donné un partenariat un peu plus établi ou un accompagnement aussi un peu plus établi sur ces sujets. Oui, sur la contrainte, la charge mentale, j'ai vu tout à l'heure une question également sur toutes les normes ISO à mettre en place dans les milieux culturels et sportifs. On en parlera demain matin plus précisément. C'est vrai que ce n'est pas forcément simple à mettre en place, mais sans aller jusqu'à une norme ISO, il y a plein d'autres initiatives effectivement à mettre en pratique. David, alors concrètement, quelles actions par quoi on commence? C'est compliqué de répondre à cette question évidemment parce que, comme j'aime le dire, il faut y aller un peu tout azimut vu l'urgence. Donc on a besoin d'y aller partout où on peut y aller, où il y a des portes qui s'ouvrent et des envies d'avancer. On a la chance, nous, dans la culture, que c'est un sujet où il y a une envie d'agir. Donc ça nous facilite le travail. Pour répondre plus précisément à la question, je pense qu'une des priorités, c'est effectivement celle de l'accompagnement, ça a été rappelé au début, et de la formation. C'est-à-dire quand on ne comprend pas les enjeux, on n'est pas armé et outillé pour y répondre. Or, des outils, on en a beaucoup. Voilà, donc c'est comment aussi on les mobilise. Ça passe par sans doute encore une phase d'éveil des consciences et de prise de conscience des risques, où là, le danger, c'est de fabriquer de l'immobilisme par la peur. Quand on fait se confronter les gens au contexte de changement qui est face à nous, voilà, comment on trouve le juste calibrage dans le discours pour ne pas paralyser les professionnels face aux risques et aux dangers qui nous attendent. Vous avez des images comme ça pour marquer les esprits
aussi pour faire bouger les... Pour le coup, pour pas faire peur à mes copains de la culture, je prends une image qui vient du sport sympa. et je leur explique. C'est moche. Voilà. C'est moche. C'est quand même complètement moche. Bien, Ouais, solidarité. J'avoue. Et puis je prends une image de ma région, en Occitanie. Nous, on a une étude de l'INRAE, donc c'est l'Institut national de recherche agronomique et environnementale, si je dis pas de bêtises. Il ose à peine le dire, David. Je le sens un petit peu gêné. Ouais. Non, mais en même temps, c'est des choses qu'il faut se dire en tant que citoyen. L'étude de l'INRAE démontre qu'en 2050, dans un scénario optimiste de transition, il n'y aura plus de stations de ski économiquement viables dans les Pyrénées. C'est pas quelque chose qui fait partie de l'imaginaire commun. On imagine que ces choses-là sont intemporelles, ne vont jamais changer. Là, ce que nous disent les scientifiques, c'est en 2050, il va falloir trouver autre chose que le ski pour faire vivre ces territoires, pour développer de l'activité. Voilà. Ça, c'est une transition qui va être un peu subie et ça va pas être sans impact, y compris pour des porteurs de projets culturels en lien avec le sport. Voilà. Mais ça c'est des choses qu'il faut qu'on se raconte en tant que citoyen pour qu'on comprenne les changements qui sont à l'œuvre, ceux qu'on peut encore amortir et qu'il est encore temps d'amortir, mais ceux auxquels il va falloir s'adapter. Voilà. Histoire d'anticiper et voilà. Se poser les bonnes questions. Exactement. Histoire d'être dans une logique un peu mature où on se raconte pas de mensonges, on s'adapte, on anticipe le mot d'adaptation et pas assez encore prononcé, je trouve. On a vraiment ce challenge de faire les deux. Il faut atténuer nos impacts environnementaux, mais il faut aussi s'adapter à des impacts, surtout quand on voit comment a été gérée la COP26, des impacts qui vont arriver. Auquel il va falloir faire face. Donc, il y a les deux jeux qu'on doit faire en tant que sport et culture, nous adapter, atténuer, et puis transmettre à tous les publics qu'on peut toucher ces enjeux d'atténuation et d'adaptation, parce que comme le disait Amandine, c'est un gros atout qu'ont nos deux secteurs. Amandine, vous avez une image dans le secteur de la culture, histoire d'équilibrer? Non, parce qu'on assume sur notre propre secteur. Pour le coup, non, c'est un joke. Non, mais par contre, c'est vrai qu'on a travaillé un peu en ce sens-là, en accompagnant, en subventionnant une étude du WWF France, en fait, qui est les effets du dérèglement climatique sur le sport, où un sport à plus 2, plus 4 degrés. Je crois qu'il y a une slide qui doit présenter un tout petit peu, c'est celle d'après, quelques chiffres. Mais en tout cas, cette étude, elle n'avait pas vocation, comme on dit, à faire peur au secteur, mais plutôt à lui faire une petite piqûre en lui disant, à un moment donné, peut-être qu'à plus 2, plus 4 degrés, le nombre de clubs de voile qui seront sous l'eau, c'est plus d'un tiers de ceux qui sont actuellement en cours, où on se dit, si on sait qu'on aura jusqu'à 66 jours de pratique en moins, parce qu'on sera à plus de 32 degrés et qu'on ne pratique pas du sport dans des bonnes conditions à 32 degrés. Donc ça veut dire que... On a pris l'image du Qatar ce matin, voilà. On a pris, après, il y a des maladaptations qui sont là aussi, et l'idée, c'est pas de répondre à ça par une maladaptation et de la climatisation, mais c'est plutôt de se dire, donner des outils, en fait, au secteur et aux décideurs pour dire, il faut y aller, il faut accélérer et il faut à un moment donné qu'on se structure pour pouvoir avancer. Ça a été dit ce matin, il y a un besoin de structuration de personnes aussi au sein des structures pour que le sujet soit porté, que cette personne-là puisse être aussi en lien et un peu au plus proche de la direction générale, parce qu'il y a besoin d'avoir un regard transversal. On a parlé d'alimentation, de transport, on pourrait parler de politique d'achat, on pourrait parler de tous ces sujets-là. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un regard à 360 sur la structure et du coup, ça nécessite des prises de décision au plus haut. Donc c'est pour ça que outiller et essayer c'est pas vulgarité, mais de donner de plus en plus d'informations sur qu'est-ce qui nous attend, et surtout, alors là on a mis que les chiffres, il y a bien sûr des recommandations du WWF sur le sujet, sur comment on fait, mais en tout cas c'est s'inscrire aussi dans une première démarche d'anticipation, d'adaptation et surtout de prospective. Il faut imaginer finalement ce que sera demain par rapport à ces sujets. Donc la charte à l'initiative des organisateurs d'événements, là, ça c'est une bonne pratique. Alors, je veux dire oui, parce qu'on l'a co-construite. Je vais pas dire non. C'est une bonne porte d'entrée, je veux dire, pour beaucoup. Non, je rigole. Ouais. Alors, pour le coup, c'est une initiative, on en parle parce que c'est une initiative à la base des organisateurs de grands événements sportifs internationaux, donc la charte des 15 engagements éco-responsables des organisateurs, qui ont décidé à un moment à la sortie de l'Euro 2016, de se challenger et de travailler sur un référentiel commun, chiffré, pluriannuel d'atteinte d'objectifs. C'est se dire, au bout de 3-4 ans, on souhaiterait avoir 50% d'alimentation
d'orientation durable ou responsable dans l'alimentation qu'on propose. On souhaite réduire les transports ou avoir des transports du coup propres à telle hauteur de pourcentage. Venir en vélo au stade, par exemple, Exactement, ce genre de choses. Donc du coup, ça a été travaillé avec voilà, les événements sportifs internationaux, on l'a co-construit avec eux, avec le WWF France aussi. Et aujourd'hui, cette dynamique sur cette charte, on a une soixantaine d'acteurs et d'organisateurs qui en sont signataires. Et ce qui est intéressant, enfin ce que nous on a trouvé intéressant, c'est la demande aussi de dire bon, nous organisateurs, pour atteindre ces objectifs-là, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'on ait les sites de pratique ou les sites, en tout cas, sur lesquels se déroulent nos événements, qui soient aussi en synergie avec nous. Donc, du coup, on a décliné, on a fait le même travail sur un périmètre de gestionnaire d'équipement. Et derrière, on a aussi travaillé avec les collectivités pour voir, alors là, on n'a pas encore établi un document, mais on a échangé ou on échange régulièrement pour voir comment les collectivités et les autres partenaires peuvent venir accompagner à l'atteinte de ces objectifs. Peut-être qu'on peut, en bonne pratique, alors c'est moins concret, mais que voilà, sur des exemples, évidemment, on a vu arriver des choses qui étaient assez sympathiques, hein, d'imaginer faire venir 5000 personnes à vélo sur des demi-finales du top 14, réenchantant une voie verte à Bordeaux, c'était super intéressant. Ça peut ancrer des pratiques dans le temps aussi. Exactement, ça a été le cas. Mais l'idée a été vraiment de dire, avec ce référentiel-là, c'est collectivement une dynamique qui va challenger ses partenaires, ses prestataires, et qui pousse en fait dans le même sens. C'est-à-dire que le prestataire de restauration, il n'y en a pas 10 000 sur nos sujets, mais ça veut dire qu'ils voient apparaître ces indicateurs-là de plus en plus souvent, donc sont de plus à même en capacité d'y répondre et de pouvoir eux aussi travailler derrière sur leur filière d'approvisionnement. En local, si possible. En local, si possible, effectivement. Merci beaucoup. Donc voilà encore un bel exemple pour avoir une sorte de guide, en tout cas de boussole vers là où il faut aller. Ouais. C'est un référentiel voilà, qui permet de poser éventuellement un diagnostic et d'établir une feuille de route qui se veut complémentaire d'autres outils. Je penserais à parler, ce matin du label du CNOSF, voilà, ou en tout cas de la charte qui est ici un petit peu plus en local. Ça se veut complètement complémentaire et l'objectif, c'est bien d'avoir une synergie globale pour tous pousser dans le même sens, quoi. Merci. Avant de poursuivre avec, justement, on pourra se poser la question de ce qu'est un événement idéal, peut-être, un jour. Je vous propose de passer la parole à Marie Destromo qui est avec nous et qui va nous rejoindre. Marie qui est, je laisse le temps, Marie, de s'installer tranquillement. Vous êtes en charge de la planification et de la coordination dans l'équipe Excellence environnementale du comité d'organisation Paris 2024. Alors, on a déjà beaucoup parlé des JO ce matin. On a dit qu'il y avait quand même là aussi un sujet au niveau du transport, mais vous allez nous présenter la stratégie responsabilité sociale et environnementale de ces JO 2024. C'est à vous, Marie. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est allumé sur mon... Normalement, il ne fallait pas y toucher. Si vous n'avez pas touché, c'est que c'est bon. Ça va fonctionner. Okay, merci déjà. Bonjour à tous. Merci au Cross Bretagne et au collectif des festivals pour ce bel événement qui montre la dynamique en cours sur tous ces sujets. Effectivement, je travaille dans l'équipe Excellence environnementale de Paris 2024 et je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait en matière environnementale et sociale. Alors, avant de commencer, je vais vous parler un petit peu des Jeux de Paris 2024 en général. Je vais être un peu en désaccord avec David sur la taille de l'événement, mais je suis preneuse des chiffres sur les festivals internationaux. En fait, ce n'est pas du tout pour nous mettre en avant, mais c'est pour expliquer que, vu la taille des Jeux, le dimensionnement de l'événement, on a des enjeux qui nous sont propres, qui sont particuliers à notre événement, mais on a aussi des moyens, des solutions qu'on peut se permettre de mettre en place et donc pas culpabiliser les événements qui n'ont pas forcément ces moyens. On parlait de normes ISO tout à l'heure, voilà, nous c'est quelque chose qui est obligatoire et qu'on fait parce qu'on en a aussi les moyens. Mais on a bien sûr des parallèles à faire avec toute la dynamique du territoire, l'événementiel, que ce soit sportif ou culturel, et donc c'est pour ça qu'on est là évidemment aujourd'hui. Donc les Jeux sont vraiment le plus grand événement du monde, toute catégorie. Sans aucun doute. On organise, alors si on peut passer à la slide d'après, c'est important de le rappeler, on organise les Jeux olympiques, les JO, ça tout le monde le sait, mais bien sûr on organise les Jeux paralympiques. Donc on a 2 fois 2 semaines de compétition sur 1 mois et demi à peu près en tout d'événements. Pendant tous ces Jeux, on va accueillir environ 15 000 athlètes qui vont représenter 206 délégations internationales. On organise 32 sports olympiques et 22 sports paralympiques. Et en fait, pour chacun de ces sports, c'est l'équivalent d'une Coupe du Monde qu'on organise. Tout ça en 2 fois 15 jours, évidemment. En matière, pour les autres chiffres de l'événement, on attend environ 3 milliards de téléspectateurs dans le monde, particulièrement sur les cérémonies d'ouverture et de clôture, c'est les plus grands moments.
20 000 journalistes seront à Paris pour couvrir l'événement. On aura 45 000 volontaires pour nous aider. On espère vendre 13,5 millions de billets. Et sur donc, le relais de la torche olympique et paralympique qui se fait avant les Jeux, on estime qu'on aura à peu près 15 millions de spectateurs qui vont se déplacer sur les territoires pour venir voir passer la torche. Donc ça, c'était sur les Jeux. Après, si on arrive au cœur du sujet, vraiment l'héritage et la durabilité, c'est comme ça qu'on appelle la RSE chez nous. On l'a vraiment mis au cœur du projet, vraiment depuis la candidature pour les Jeux. Pour tout ce qui a été évoqué déjà aujourd'hui, c'est que c'est plus possible aujourd'hui, surtout en étant le plus grand événement du monde, de passer à côté des plus grands défis de l'humanité. Et donc, tout le projet a été conçu en intégrant les enjeux environnementaux et sociaux au cœur de l'événement. Notre stratégie, si on y arrive, est vraiment fixée sur deux piliers, et je suis assez contente parce que ça résonne pas mal avec ce qui a été dit avant. Il y a l'événement en lui-même, nous on veut le livrer de manière exemplaire et innovante. Et ensuite, il y a tout ce qu'on peut faire à l'occasion des Jeux. Cette notion d'héritage dont on a parlé. Qui est vraiment très importante, à la fois sociale, mais aussi environnementale, bien sûr. Si on commence par ce qu'on fait en matière d'environnement, donc on a identifié 4 grands enjeux qui sont, je pense, communs à tout le secteur de l'événementiel et à la société. Donc tout d'abord, le climat et le carbone. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment neutraliser cet impact, le réduire et le neutraliser. Sur la biodiversité, vraiment la préserver au maximum, la régénérer. Déployer une économie circulaire sur tout l'événement et renforcer la résilience environnementale. On parlait beaucoup d'adaptation. C'est bien sûr un des sujets pour des Jeux en plein été à Paris. Pour tous ces enjeux, alors si on peut juste rester un tout petit peu, on applique la même méthode. Donc on va vraiment chercher à anticiper, à estimer notre impact pour pouvoir le réduire au maximum avant, si possible, de le compenser. On fait ça en transverse sur tout l'événement. Et donc on a parlé de tous les exemples qui ont été cités avant, mais ça va être sur l'énergie, les sites et infrastructures qu'on va mettre en place, bien sûr la restauration. Des infrastructures durables du coup. Des infrastructures durables, évidemment. Pérennes comme temporaires. Pérennes, le numérique, tout ce qui est bien sûr transport et mobilité sont vraiment des enjeux pareil pour tous les événements, j'ai envie de dire. Et donc, c'est vraiment ce que disait Amandine, avoir une vision à 360 degrés sur tous les impacts qu'on peut avoir. Et le numérique aussi, dont on a parlé. Bien sûr. Concrètement, ce qu'on veut faire, c'est réinventer le modèle des Jeux. On peut plus aujourd'hui organiser les Jeux comme ils étaient organisés avant. Donc, quelques exemples un peu plus concrets que ce que j'ai pu dire avant. Donc, on va déjà, au niveau des infrastructures, on se base sur 95% d'infrastructures qui existent. On a en France, et ça, Amandine en parlera encore mieux que moi, beaucoup de structures qui existent déjà, qui sont utilisées, je pense à Roland-Garros, où on aura nous aussi le tennis, les stades qui existent à Paris et dans toute la France. Où des piscines, a priori, on va pas... Alors, c'est le seul équipement que l'on construit. On construit, mais je veux dire, elles sont durables après, quoi. Oui, voilà. Vous n'allez pas la détruire. Non, adapter aux besoins du territoire. Et sinon, on fera des infrastructures temporaires. Pour l'énergie, on travaille avec notre partenaire EDF pour avoir 100% d'énergie renouvelable sur tous les sites des Jeux pendant les Jeux. Avec notre autre partenaire Toyota, on essaiera d'avoir un transport propre pour tout ce qui est la famille olympique. C'est un jargon, mais bon, c'est une catégorie de population qu'on accueille pendant les Jeux. Pour les spectateurs, les sites seront accessibles en transport en commun et on va vraiment les insister à venir en transport en commun en couplant les tickets pour les Jeux avec des billets des titres de transport. En matière d'économie circulaire... on les incite ou on interdit carrément la voiture sur les... Il n'y aura pas beaucoup de possibilités, vu les espaces réduits. Voilà, on fait en sorte que ce soit... Ce sera le mieux pour tout le monde s'ils viennent en transport en commun. Tu parlais de la politique d'achat, Amandine. Nous, vraiment, on essaie d'avoir une approche d'économie circulaire sur tous nos achats. Donc, qu'est-ce qui va rester de ces achats? Comment on pense l'après quand on achète? Parce que même si on est un grand événement, on reste un événement temporaire sur quelques semaines. En matière d'économie circulaire aussi, on va viser le zéro gaspillage alimentaire. Proposer une restauration durable et bas carbone, on en parlait aussi. Donc voilà, juste quelques-uns de nos objectifs plus concrets en matière environnementale. Et avec ça, on diminue de combien l'impact? J'y arrive sur l'impact climatique. Voilà. Donc pour faire un petit focus là-dessus, nous, on vise vraiment à réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre des Jeux par rapport aux éditions, on se compare aux éditions des années 2010. Donc être aligné avec l'accord de Paris, réduire de 50%, compenser les émissions de résiduels, parce que forcément il y en aura.
Et on s'est engagé à aller encore plus loin, à avoir des jeux qu'on appelle à impact positif pour le climat, en compensant plus que ce qu'on aura émis en matière de gaz à effet de serre. Donc, et comment on compense Alors, c'est des financements de projets, de la compensation volontaire assez classique. À l'international et sur le territoire national. Oh, il y a plein de questions. Allez, Alors, en matière sociale, là, l'ambition est très claire. On veut des jeux ouverts à tous, pour tous. Donc, ça va être pour l'emploi. On estime qu'il y aura à peu près 150 000 emplois mobilisés à l'occasion des jeux, que ce soit dans la construction, dans le tourisme, dans l'accueil événementiel, la restauration, etc. Et donc, on travaille avec les services de l'emploi des pouvoirs publics pour vraiment former au mieux tous ces gens qui vont venir travailler pour les jeux, pour qu'ils développent des compétences qu'ils gardent à long terme, que ce ne soit pas juste à l'occasion des jeux. Pour les entreprises, on veut aussi maximiser les opportunités parce que c'est énormément de marchés passés, donc avec un focus particulier sur les TPE, PME et les structures de l'ESS qu'on accompagne pour qu'elles aient le maximum d'informations pour pouvoir répondre à nos appels d'offres. Des jeux pour tous aussi en matière d'égalité femmes-hommes. Donc les Jeux olympiques, on accueillera pour la première fois autant d'athlètes femmes qu'hommes, donc 50%, 50-50. Et aussi des jeux pour le public et pour toute la France. On organisera des épreuves qui vont être ouvertes au public, notamment un marathon pour tous, donc le même jour que le marathon olympique, un marathon ouvert au public sur le même parcours. On veut aussi des jeux pour toute la France, donc sur les territoires, et ça me donnera l'occasion de reparler un peu plus du label Terre de Jeux, dont on a parlé un peu plus tôt dans la matinée. Donc voilà, des compétitions vraiment sur tout le territoire, pas qu'à Paris. Et c'est de nature aussi à limiter les transports, du coup, avec un public aussi un peu plus local autour de ces événements? Oui, tout à fait. Et puis, ou alors qui se déplacent avec les moyens de transport les moins bas carbone, parce qu'on a un réseau en France qui permet des déplacements. On a des trains. Voilà, on a des trains, exactement. Puis pour mettre en valeur aussi tout le territoire et toutes nos compétences en matière d'événementiel sportif sur les territoires. Et le surf à Tahiti, pour aussi inclure les Outre-mer. On a le label Terre de Jeux, donc qui n'est pas pour l'organisation des compétitions, mais pour vraiment embarquer toutes les collectivités, les fédérations, dans cette aventure des Jeux, essayer vraiment qu'ils s'engagent à nos côtés pour les célébrer, mais aussi pour travailler sur l'héritage, j'en parle juste après. Et justement, il y a une question du collectif des festivals éco-responsables de la région Sud qui nous demande si toutes les villes qui vont accueillir des épreuves des Jeux se sont engagées également dans cette démarche. Est-ce que forcément elles adhèrent à ce que vous nous présentez? Alors déjà, les villes d'elles-mêmes aujourd'hui sont aussi dans cette démarche de transformation. Et nous, évidemment, organiser un tel événement, ça implique de travailler avec tout le monde, donc avec des partenaires privés, mais aussi beaucoup de pouvoirs publics. Et donc, on va travailler, bien sûr, avec tous ces territoires pour réaliser nos ambitions. On sait qu'on n'y arrivera pas, c'est sûr, tout seul. Rudy nous demande quel est le label de compensation volontaire auquel vous faites référence. Alors, là, ça devient un peu plus technique. Est-ce que vous lui faites confiance plutôt? À quel label de compétition volontaire faites-vous confiance? Oui, non, Alors là, j'aurais pas la réponse parce que c'est pas mon domaine d'expertise, mais en tout cas, on a retenu plusieurs standards de compensation et on prend vraiment les plus hauts. Alors, je sais pas si tu peux m'aider, Amandine, mais les gold standards où il y en a 2-3 en tout cas, on a vraiment mis comme critère. Et puis les oublier après sans s'en occuper. Ça, c'est pour l'international, ce sera vraiment avec ces labels-là. Donc, on sélectionnera des projets vraiment en qui on a confiance, des labels plutôt bien reconnus. Et sur le territoire national, donc on va aussi faire de la compensation. Il y a depuis pas très longtemps un label bas carbone mis en place par l'État qui permet de certifier des projets. Et donc, on prendra des projets plutôt en lien avec ce label. Merci. Vous avez terminé ou je peux passer aux questions? Alors, je passais à l'héritage, mais je vais aller très vite si non, pas de souci. L'héritage. Voilà, donc une dernière image pour montrer qu'on veut aussi sortir le sport des stades et le mettre au cœur des villes. Ça, c'est un exemple d'une infrastructure temporaire qu'on aura au pied de la Tour Eiffel. Alors justement, Manon nous dit, je pense qu'elle pense à quelque chose en particulier. On dit on rebétonne pour ces infrastructures temporaires en détruisant des jardins collectifs. Est-ce qu'on en parle? Alors, on a détruit un jardin, voilà, non mais j'imagine que ça existe? Alors je pense qu'elle fait référence au jardin du fort d'Aubervilliers. Voilà, certainement. Parlons-en. faut le dire. Alors pour remettre un peu de contexte, c'est pas un site des Jeux, c'est un site d'entraînement.
et que c'est un projet qui n'est pas donc de notre ressort, qui est piloté par, il me semble que c'est la métropole du Grand Paris, par les collectivités locales. Et donc, c'est eux qui ont été responsables de la conception. Et en tant que site d'entraînement, voilà, ils bénéficient un peu de ce tampon, mais c'est pas notre responsabilité. Vous l'avez pas validé, quoi. Je pense pas. Et c'était un projet qui date d'avant les Jeux, qui permet d'être accéléré par les Jeux, surtout pour un territoire extrêmement carencé en infrastructure sportive, la Seine-Saint-Denis, notamment en termes de piscine. Un seul chiffre, c'est qu'en 6e, les études montrent qu'il y a un élève sur 2 qui ne sait pas nager. Et du coup, elles ne sont pas temporaires, parce que là, elle parle d'infrastructure temporaire. Alors non, ça c'est une piscine qui va être permanente. Donc si c'est permanent, si ça reste, là c'est encore autre chose. Non, Manon faisait référence à des infrastructures temporaires qui détruisent des jardins. Donc c'est peut-être autre chose. Alors c'est peut-être encore autre chose, mais alors pour les infrastructures temporaires, non, ce sera du temporaire et on s'attachera vraiment à préserver le site, à le rendre en l'état dans lequel on l'a trouvé. Si c'est temporaire, on préserve le site. Et si c'est pérenne, ça rend service aussi à des enfants, comme vous dites, pour la pratique du sport. Comment sont envisagés les transports et les accès aux équipements sportifs pour les personnes en situation de handicap? C'est même d'une façon peut-être, c'est les JO, mais sur les autres organisations d'événements aussi. Je te laisserai compléter sur les autres événements, mais en tout cas, l'accessibilité universelle, c'est un de nos grands enjeux aussi de responsabilité, bien sûr. Surtout quand on accueille les Jeux paralympiques, on ne peut pas se permettre d'avoir on doit être exemplaire là-dessus. Et donc là, on travaille là aussi en matière d'héritage. En tout cas, les Jeux on vise vraiment 100% d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes à mobilité réduite. Et puis, on travaille bien sûr avec tout l'écosystème pour les infrastructures permanentes. Oui, sur les autres événements internationaux, il y a une vraie attention qui est portée sur le sujet et voilà, avec l'envie de les pousser à aller au-delà des obligations réglementaires en la matière, tant pour l'accès aux infrastructures que pour l'expérience qu'ils peuvent vivre aussi à l'intérieur avec des systèmes qui peuvent être assez innovants, mais ça fait partie effectivement des sujets sur lesquels ils travaillent, quoi. Une question de François. Y a-t-il le même genre de cahier des charges pour l'attribution des Coupes du Monde de foot en référence à la prochaine au Qatar? La FIFA, du coup, détermine le cahier des charges d'organisation de la Coupe du Monde et en tant que structure et entité acteur à part entière, il le détermine. Donc en suivant, les pays qui souhaitent candidater se plient et qui financent aussi, exactement à ce cahier des charges. Donc après, ça ne veut pas dire que la FIFA ne réfléchit pas sur ces sujets. On a pu échanger avec eux il n'y a pas très longtemps. C'est des sujets sur lesquels ils réfléchissent également. Ils sont aussi conscients que il y a des choses qu'ils feront et qui deviennent un tout petit peu complexes en termes d'acceptabilité. C'est ça, c'est le moins qu'on puisse dire. David, si on arrive presque à la conclusion, je regarde s'il n'y a pas encore d'autres questions, mais à quoi ressemblerait pour vous, David, un événement culturel, durable, qui s'inscrit au niveau local, ce serait quoi le bon profil? Si tu me permets, je vais prendre juste une minute pour insister sur une chose. Je pense que c'est important qu'on soit dans l'analyse et effectivement pas la culpabilisation, parce que ça, c'est pas intéressant. Il ne s'agit pas de s'accuser, mais bien de poser des éléments d'analyse. Pour s'améliorer, on est dans des processus d'amélioration continue. Donc, il faut reconnaître ce qu'on fait bien et puis pointer les endroits où il faudra au fur et à mesure continuer de s'améliorer. Si on devait imaginer, ce qui est toujours un peu difficile, l'événement de demain ou le festival responsable de demain, selon moi, au vu de la typologie des impacts, c'est d'abord un festival qui est adapté à un bassin de vie et à un bassin de public, ce qui lui permet de faire venir les publics en mobilité bas carbone. Donc finalement, c'est soit un festival qui arrive à travailler la proximité, soit un festival qui arrive à s'appuyer sur des infrastructures qui existent peut-être d'ores et déjà, mais que les collectivités territoriales ont peut-être intérêt à développer. En résumé, l'absence de trains longue distance peut être un handicap sur une attractivité un peu tout azimut. Notamment quand vous on parlez voit de Toulouse, David, non? Pour le coup, Toulouse, on est un bon exemple d'endroit un peu enclavé en termes de ferroviaire, dépendant de l'avion. Et quand on connaît les perspectives assez moyennes de décarbonation de l'aéronautique, je dis assez moyennes pour être gentil, d'ici 2050,
suivante, ça devrait nous poser plus de questions, je pense. Après, c'est compliqué, on voit les questions autour du tissu économique, bien sûr. C'est pour ça que je disais bien qu'il ne faut pas être dans l'accusation sur ces questions, il faut être dans l'analyse. Et une des analyses qu'on peut faire, c'est la limite peut-être que cet enjeu-là pose en termes de logique d'attractivité. Jusqu'ici, on imaginait les événements vraiment dans une logique d'attractivité tout azimut. Peut-être qu'il faudrait reposer la question de cette limite-là. Nous, dans la culture, on a une étude qui vient nous démontrer qu'aujourd'hui, la zone de chalandise des festivals, c'est plutôt la région. Il y a une régionalisation des publics de festivals. À cette échelle-là, on va pouvoir faire du bas carbone. Donc, ça veut dire qu'on peut concilier les enjeux économiques et les enjeux écologiques. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, pour terminer peut-être en 2 points sur l'événement culturel de demain, il est évidemment, et ça a été dit en première session, en pleine implantation sur son territoire. Donc, il est capable de s'appuyer sur le tissu local de producteurs et d'accompagner ces producteurs dans les changements qu'on va vivre. Et puis, c'est un festival qui est sans doute en capacité de coopérer davantage avec ses voisins, avec ses pairs, pour mutualiser plus les outils, pour mutualiser aussi les tournées, peut-être aussi pour permettre qu'on continue à faire venir des artistes d'un peu loin, notamment des artistes de pays qui ne sont pas du tout responsables du changement climatique et qui le subissent, afin de pouvoir amortir les coûts économiques et environnementaux. Et là-dessus, il n'y a qu'une seule stratégie possible, c'est la coopération entre structures. Un petit clin d'œil, David, j'ai pris le train de nuit là, Paris-Toulouse. C'est de plus en plus confortable. Hein. Oui, alors ça s'améliore et je pense que c'est ça aussi qu'il faut peut-être avoir en tête et je terminerai là-dessus. Il ne faut pas imaginer que ce contexte de transition, il va être à infrastructure rigide. Là, il y a des choses qui sont difficiles à faire aujourd'hui, qu'on pourra plus facilement faire demain. Mais il ne faut pas non plus imaginer que la technologie ou les infrastructures vont pouvoir venir tout résoudre. Donc encore une fois, sans se culpabiliser et sans se jeter la pierre, il faut être capable qu'on soit dans une discussion mature et voilà, reposant sur des analyses un peu solides et scientifiques. Merci David. Eddy nous pose la question justement, il revient sur l'impact du transport, des spectateurs sportifs pour le coup, mais c'est la même chose, David l'a évoqué dans le culturel, sportifs et le staff, venant du monde entier, dont les émissions vont être très lourdes. Alors dans ce contexte-là, Amandine et Marie, ce serait quoi Alors Marie, vous l'avez déjà dit à travers les JO, mais pour vous Amandine, ce serait quoi le profil idéal d'un bon événement durable ? On rejoint pas mal, moi je rejoins pas mal ce qu'a dit David, notamment sur toutes ces notions en lien avec le territoire, ces notions d'héritage, qu'on soit sur l'amélioration des filières, de production en local, qu'on laisse un savoir-faire qui permette à un moment donné de mutualiser, qu'on ait peut-être des connexions un peu plus proches, parce que David a parlé pas mal. On ne changerait pas de micro, non, parce que celui-là il siffle un peu. Ça vous dit en régie ? On change ? On essaye avec celui-là. C'est mieux ? Non. Donc oui, je disais, David parlait de mutualisation, notamment sur tout ce qui est événements culturels. Je pense qu'il y a des mutualisations à avoir un peu plus importantes entre événements culturels et sportifs. Marie l'a pas dit, mais je sais qu'il y a eu pas mal d'échanges quand même avec des festivals comme We Love Green, pour pouvoir travailler le sujet. Donc ça se fait, et je pense qu'il faut que ça se systématise également. Après, avoir une vision prospective, on peut pas se cacher qu'il y aura forcément un questionnement du dimensionnement d'un événement sportif international et de cette réflexion sur le public, comment est-ce qu'on pourra, mais même à l'échelle individuelle, se dire qu'à un moment donné, on fait le tour du monde pour aller suivre une Coupe du Monde de rugby. C'est des questionnements qu'il faudra bien sûr se poser. On n'en a pas aujourd'hui la réponse actuelle, et c'est bien ce que je disais avant. Il y a des besoins de questionner pour répondre plus concrètement aujourd'hui sur l'événement éco-responsable. Avoir un événement qui se questionne sur tous ces sujets-là, qui pose le sujet à 360, qui essaye de trouver des partenariats en local, qui pousse un peu les portes pour faire bouger le sujet, pour moi, il est déjà vraiment dans cette dynamique d'événements éco-responsables, qu'ils soient dans une atteinte d'objectifs ou pas, mais déjà, on est dans cette démarche de progression et qui fait avancer tout l'écosystème. Je reviens sur la crise sanitaire qui a été terrible pour tous les secteurs, la culture en particulier, mais le sport aussi. Est-ce qu'on peut quand même en tirer des enseignements positifs de cette crise sanitaire ? Alors c'est vrai que cet été, j'ai regardé pour la première fois des épreuves des JO, c'était incroyable de chez moi, avec une qualité d'image sans y être, alors que j'adore être dans des endroits avec l'ambiance du stade. Là, franchement, est-ce que ça réinterroge aussi notre façon de vivre ces événements ? Je commence. Ouais. Alors, un des enseignements, une conclusion aussi de cette crise, c'est que je pense qu'on a aussi envie de se retrouver. Donc,
ce que tu disais, Amandine, voilà, le monde du sport et de la culture, c'est aussi beaucoup d'émotions partagées, de rencontres, de moments. Et donc, à la sortie de cette crise, on espère bien pouvoir vraiment continuer à tous se retrouver. Et effectivement, ça invite à poser des questions, à interroger les modèles événementiels aujourd'hui. Et je partage complètement le point de vue d'Amandine. On sait qu'il y a toutes ces questions, ces volontés aussi des citoyens. Donc il faut à nous de s'adapter et de trouver les réponses, je pense, aujourd'hui. Je pense que, juste pour compléter, je rejoins ce que tu dis, Marie, où on a vécu de l'événementiel derrière son téléviseur, mais ceux qui ont pu aller voir à un moment donné de l'événementiel sportif, un petit peu en présentiel juste après, mais qu'est-ce que ça a fait du bien? Enfin, c'est juste ça, c'est qu'est-ce que ça a fait du bien. Peut-être qu'à un moment donné, on sera confronté à des questions de choix, de se dire, c'est celui-là que je vais voir et pas un autre. Mais à un moment, il faut qu'on arrive aussi à mesurer le sentiment de qu'est-ce que ça fait du bien, mais comment on le mesure aussi sur un impact de bien-être, de social et ainsi de suite, et comment on pose ça sur un sujet environnemental. Et à partir de là, en ayant, comme disait David, une étude un peu plus, des données un peu plus scientifiques, il y aura certainement des choix à faire. Mais voilà, mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à progresser aussi sur comment on évalue finalement tout le bienfait aussi de ces événementiels d'un point de vue un peu plus peut-être social, quoi. Mais des gros événements, enfin je pense là à Vannes, on a un très beau stade, je fais un peu de pub pour Vannes à la Rabine. Quand les jeunes du top 14, enfin les juniors, je sais plus, jouent à la Rabine, c'est juste génial, c'est à côté, tout Vannes était présent et du coup ça c'est aussi recréer cette dynamique au niveau local avec des beaux événements au niveau local. Enfin bon, je partage une émotion parce que j'y étais et c'était quand même vachement bien. David, en conclusion sur ce regard croisé et sur les enseignements de tout ce que l'on a vécu. Conclusion, je sais pas parce que là on a ouvert le sujet et on voit bien que c'est des sujets dont il faut continuer à se parler pour comprendre un peu les contraintes des uns et des autres, les objectifs des uns et des autres, comment ça se rejoint. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, le contexte Covid, nous dans la culture, il a accéléré des éléments de crise ou de transformation qui étaient déjà là avant, notamment la forte numérisation des pratiques culturelles des Français qui se retrouvent dans les études. On a l'étude 50 ans de pratique culturelle des Français qui vient nous dire que de plus en plus, justement, les Français ne vont pas ne retournent pas participer en dans les présentiel salles, des ouais, événements. ça c'est pas une bonne Voilà. nouvelle. Ouais. Voilà, et ça existait, c'est un processus déjà en cours avant. Même hein, quand c'est près de mais chez qui a eux été, d'ailleurs. Oui, c'est pas une question voilà. d'éloignement. Donc ça doit nous questionner sur tous les angles, hein, sur transmission, lien social, et puis aussi sous l'angle environnemental. Mais quand même, on voit que ce contexte un peu bizarre qu'on a vécu et qu'on n'a peut-être pas encore complètement fini de vivre, il a permis un pas de côté. Il a permis de prendre du temps pour penser et on a besoin de faire des pas de côté, de prendre du temps pour penser parce qu'on rentre dans un contexte de changement qui vont être, on change de paradigme. On n'est pas du coup dans de la mesure, du changement de mesure ou dans des mesures techniques. On a besoin de réinterroger la façon dont on construit notre modèle de développement, y compris du coup dans le sport et la culture. Merci. Vous voulez ajouter un mot? Juste un petit mot sur les enseignements de la crise Covid. On a vu quand même des choses qu'on n'imaginait pas possibles avant se réaliser dans l'organisation de l'événementiel. On a vu des demi-finales et des finales de Ligue des Champions au même endroit. C'était pas le cas jusque-là. Donc du coup, ça permet aussi. On a vu des tournois de tennis professionnels du coup qui partaient de semaine en semaine à l'autre bout du monde, arriver à avoir des calendrier de semaine en semaine sur des endroits qui étaient assez proches. Donc ça veut dire des choses que on n'imaginait pas, peu faisables, même à l'international, se sont déroulées. Après la question, c'est comment, quelles leçons ça a pu en tirer sur d'autres niveaux et comment on capitalise pour dire on a pu le faire sur ce temps-là. Donc est-ce que c'est des choses qu'on peut aussi, sur lesquelles on peut aussi capitaliser, quoi. Marie, un dernier mot? Un court dernier mot. Qu'effectivement, cette période a permis d'accélérer pas mal de changements, si on peut en tirer quelque chose de positif. Et donc, le dernier mot, c'est continuons d'accélérer. Et on voit bien qu'il y a une dynamique sur tous les territoires, à tous les niveaux des jeux au festival breton. Donc, continuons cette dynamique. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Et d'ailleurs, demain matin, on continuera avec une table ronde sur comment accélérer encore le mouvement, comment booster tous ces événements. Restez avec nous à midi 5. Vous aurez 3 exemples de très belles initiatives à mettre en place sur les territoires. Et bien, donc, à tout de suite, petite pause.